Bonjour à tous, bienvenue à ce 164e épisode des Lunchs immobiliers du Club d'investisseurs. En ce 22 avril, on vous souhaite une belle journée de la Terre en espérant que socialement, on va augmenter notre conscience, autant personnelle que d'un point de vue société, pour garder cette belle Terre le plus longtemps possible. Donc, bonne journée de la Terre à tous. Donc, émission spéciale aujourd'hui. On devait faire un QIR avec moi puis Jean-Philippe, répondre à vos questions d'ordre général, mais c'est surtout l'élève depuis quelques jours, le fameux budget fédéral. Donc, on va avoir un invité spécial, Richard Damour, qu'on vous présente sous peu. J'ai le plaisir de co-animer avec Jean-Philippe Close. Salut Jean-Philippe, ça va? Ça va, toi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Donc, sans plus tarder, on va vous introduire, vous présenter notre invité. Je disais à Christian la semaine passée que c'était lui qui était venu le plus souvent, mais je pense que Richard aussi, je pense que ça fait comme 5-6 fois qu'il vient à nos lunchs. Richard Damour, salut. Salut Yvan, salut Jean-Philippe. Ça gaze en France? Ah, il n'y a pas de souci ici. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas parce qu'ils ont monté le taux d'inclusion du gain en capital que je suis allé en France, parce que je pense qu'en France, c'est pire. Mais ça, c'est une autre question. C'est ça, tu t'es pas sauvé, Richard. Tu t'es pas sauvé du Canada. OK, c'est bon. Hey Richard, merci beaucoup d'être là. Merci de te joindre à nous de façon express parce que tu n'as pas prévu, tu t'es rendu disponible comme d'habitude. Et peut-être d'entrée de jeu, nous faire un petit topo de c'est quoi ce taux d'inclusion-là du gain capital par rapport à son entrée en vigueur en 1972. Juste mettre les gens en contexte. Super, Yvan, je fais ça. Taux d'inclusion du gain en capital. Première des choses, je veux juste spécifier là, pour ceux qui étaient à la mensuelle la semaine dernière, puis à la mensuelle virtuelle, on parle de deux choses. Okay? Oui, ça touche le gain en capital, mais ce que j'ai parlé la dernière fois, c'est l'impôt minimum de remplacement. Et là, on parle vraiment du taux d'inclusion. L'impôt minimum de remplacement, ça, c'est un impôt temporaire qu'on peut récupérer sur 7 ans, qui devient permanent si on ne le récupère pas. Mais là, je vais vous parler d'impôt pur et dur. Okay? Donc, il n'y a pas question de récupérer. Donc, effectivement, Yvan, tu as visé juste l'introduction de la taxation du gain en capital. C'est arrivé en 1972. C'est venu remplacer les droits de succession. Et là, ce qu'il disait, c'est qu'on va taxer la plus-value à raison de 50%. 50% de la plus-value va être taxable. Et ça arrive aussi à notre décès, parce qu'à notre décès, on est présumé disposer de la totalité de nos biens. Et on inclut nos gains ou les plus-values à notre décès également. 72, on commence à taxer le gain en capital. On est à 50%. Les années 80 ont été des années où les gouvernements ont dépensé beaucoup. Il y a eu beaucoup des taux d'intérêt élevés. 88, sous le gouvernement de Mulroney, on augmente le taux d'inclusion. Donc, au lieu de s'imposer sur la moitié de notre gain, le taux d'inclusion monte à 66 et 2 tiers en 1988. Ensuite de ça, 1990, il monte à 75%. Deux choses, parce qu'on vient d'annoncer mardi dernier que le gain en capital maintenant, le taux d'inclusion serait de 66 et 2 tiers, comme en 1988. Il y a deux constats qui sont les mêmes. Ils ont monté le taux d'inclusion du gain en capital à la fin des années 80, début 90, récession et déficit hyper élevé. Même que, pour les plus vieux, ils vont s'en souvenir, Mulroney avait même annoncé en 1991 l'instauration de la TPS. Et la TPS devait être une taxe temporaire pour régler le déficit. On a encore notre TPS. Et par la suite, c'est sous Paul Martin, comme ministre des Finances, qu'on a ramené le taux de taxation en 2000, en février 2000 à 2 tiers, et dans la même année, en octobre 2000, à 50%. Et depuis 2000,
on a un taux d'inclusion à 50 %. Donc, c'est un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui nous a été annoncé la semaine dernière? Ben, c'est de venir dire, on réaugmente à 66 et 2 tiers le taux d'inclusion du gain. Pour les compagnies, dès le premier dollar, OK? Et pour des particuliers, ben, on accepte que le premier 250 000 $ de gain net de toute perte soit imposable seulement à 50 %. Donc, on voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures qui ont été faites. Les compagnies sont traitées d'une façon, les particuliers d'une autre façon. Voilà la petite histoire, mon ami Yvan. Donc, c'est pas nouveau, les hausses. On a déjà connu pire à 75 %, là, on redescend. Donc, n'est pas si pire. OK, excellent. Jean-Philippe, y a-t-il des gens qui se sont manifestés dans le chat avec des questions pour Richard ou des commentaires? Bon, on a parlé d'IMR tout à l'heure, ça c'est bon. Sinon, Marc, il dit on a encore la TPS et le déficit. Mais sinon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais essayer de vous donner quelques chiffres, OK, qui vont donner c'est quoi l'impact. Parfait. Hein, parce que si on regarde, présentement, le taux d'impôt le plus élevé, hein, ce qu'on appelle le taux marginal, c'est 53,3 %. Donc, quand on était à 50 %, le taux d'inclusion, ça veut dire que notre gain en capital nous coûtait 26,7 % d'impôt. Hein? Ça, c'est au taux le plus élevé. Ben maintenant, au taux le plus élevé, si on est aux 2 tiers, là, puis là, je ne tiens pas compte là, de la portion de 250 000 à 50 %, parce qu'elle, elle va rester à 26,7. Mais si je regarde avec un taux d'inclusion aux 2 tiers, au plus élevé, on tombe à 35,5 %. Okay? Donc, on se rapproche beaucoup plus du taux d'imposition d'un dividende. Okay? Qui, quand c'est un dividende déterminé à 40 %, puis 48 % pour un dividende ordinaire. Depuis quelques années, Yvan, Jean-Philippe, vous m'entendez dire que l'immobilier, à moins que j'ai une raison, on ne met pas ça dans une compagnie. Ben, encore une fois, Trudeau, je ne sais pas, je m'excuse, Monsieur Trudeau, je ne sais pas ce qu'il y a contre les compagnies, mais autant dans la réforme Morneau, hein, il disait que ça n'avait pas d'allure que les gens accumulent de l'argent dans des compagnies quand les travailleurs ne pouvaient pas le faire. Mais là, encore une fois, il met une règle différente pour les sociétés, qui fait en sorte, cette règle-là, qu'encore une fois, on va être surpondéré. Ça veut dire que ça va coûter plus cher réaliser son gain dans une compagnie qu'au particulier. En partant, vous vous souvenez, puis quand je donne mes cours, je le dis, il y a 5 à 7 % de différence gagnée du revenu de bien dans une compagnie versus le gagné au personnel. Bien, pour le gain en capital, ça va être la même chose, là, parce que on va être à une surpondération de 3,6 %. Ça va coûter 3,6 % de plus gagner son gain dans la compagnie qu'au personnel si on a une inclusion aux 2 tiers. Mais de la minute qu'on tombe sur le premier 250 000, ben, en bout de piste, quand l'argent va être rendu dans nos poches, ça va coûter 12,48 % de plus. C'est toute une différence. Effectivement, effectivement. Puis, il y a peut-être un point que les gens se demandent, ça rentre en vigueur quand, ça? Il y a 2-3 questions là-dessus. Puis, est-ce que c'est l'acte notarié qui fait foi de la date ou... Bien, acte notarié, oui, parce qu'il n'y a pas toujours des actes notariés. Mais, la date où le changement commence, c'est le 25 juin prochain. Inclusivement. Les transactions qui sont réalisées d'ici le 25 juin prochain, donc jusqu'au 24 inclusivement, on reste sous l'ancien régime. C'est peu de temps, hein? Parce qu'en 88, quand ils l'ont modifié, il avait donné 6 mois. Il avait annoncé ça au mois de juin, juillet, et l'entrée en vigueur était au 1er janvier. Mais là, je peux vous dire qu'on a beaucoup d'appels, là.
Les gens veulent savoir, ils ont jusqu'à quand, puis c'est pas l'offre d'achat qui compte. C'est que la transaction est matérialisée, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat de vente. On a signé un contrat de vente d'actions parce qu'on pense immeuble, mais un gain en capital, c'est sur des actions aussi. C'est des actions à la bourse. C'est plein d'endroits. Ton téléphone était tellement surchargé que Jean-Philippe a dit, moi, je m'envoie directement le voir. C'était parfait. On a eu des bons échanges chez Camille. Un bon restaurant. C'est le fun, les gens commençaient à se manifester dans les questions, dans le chat. Jean-Philippe, je suis sûr, t'en as ciblé quelques-unes intéressantes. Vas-y, Richard. Tu l'as-tu ciblé? Parce que moi, je m'en ai dit, tu sais, en quelque part, pourquoi que le gain en capital est taxé à moindre coût? À la base, c'est pour favoriser les investissements, mais il y a aussi que tu payes un impôt sur l'inflation. Hein, parce que l'augmentation de valeur d'un immeuble, il y a une partie qui est liée à l'inflation. Et tu payes un impôt sur de l'inflation. C'est pour ça que le taux d'inclusion était différent. Oui, on paye sur notre plus-value aussi, notre inflation artificielle, dans le cas d'un investisseur immobilier, mais oui, absolument. Absolument. J'avais déjà des questions aussi en même temps, mais je vais y aller avec une petite question rapide. Il y avait Cathy qui posait la question si on est dans un couple, 250 000, comment il s'applique? Le premier 250 000. Chacun a droit à 250 000. Chacun a droit à 250 000. Oui, mais là, ça, c'est une excellente question parce que vous allez voir, imaginons qu'on est deux propriétaires. Si on vend notre vivant, il n'y a pas de souci. Chacun va avoir le premier 250 000 à 50 de taux d'inclusion. Un décès arrive. En conjoint, on se lègue pour ne pas avoir d'impôt. Hein? Donc, on fait un roulement. Pouf! On vient de perdre 250 000 à 50 fait que ça, j'ai bien hâte de voir comment que ça va évoluer. Mais si tu as un immeuble avec ton conjoint, ta conjointe, puis qu'elle décède ou qu'il décède, ça ne veut pas dire que tu es prêt à le vendre, l'immeuble. Et là, est-ce que tu vas réaliser un gain immédiatement pour payer de l'impôt à 50 je ne suis pas sûr. Tu vas aimer mieux un roulement. Mais ce 250 000-là, du vivant, ça fonctionne. Avec un décès, ça fonctionne moins. Je comprends. Question générale aussi que je pourrais y aller du public. Balance de vente, qu'est-ce que ça changerait? Je signe une transaction maintenant. J'ai une balance de vente maintenant. Mettons que je réussis à notarier avant le 25 juin ou après. Mettons, faisons les deux. Si je réussis avant ou après, qu'est-ce que ça change? Où est-ce qu'on se positionne? La transaction, si tu la matérialises aujourd'hui, on se positionne là. Mais moi, je pense que les gens, ce qu'ils veulent plus savoir, c'est une balance de vente. C'est est-ce que je vais avoir droit à 250 000 pendant 5 ans? J'ai l'impression que c'est un peu à ça que les gens ont pensé. Ouais. À mon point de vue, ça ne sera pas admissible parce que la première, oui, tu réalises un gain en capital au début, OK? Mais après ça, quand tu as une balance de vente, tu t'imposes sur une provision. C'est plus un gain en capital. OK? Puis, pareil comme quand on a l'exonération sur les gains en capitaux sur les actions admissibles de petites entreprises, tu vends aujourd'hui, c'est là qu'on regarde c'est quoi le montant de l'exonération que tu as le droit, même si tu as une balance de vente sur 5 ans puis qu'il y a l'indexation de ton exonération, tu n'auras pas le droit de la prendre sur les autres années. Hein? Ça va être le montant qui était à cet endroit-là. Peut-être qu'on va rester surpris dans le détail technique que j'ai pas vu, mais selon moi, le 250 000, ça va être sur la vente dans une année, puis on ne pourra pas le multiplier. Ouais, ok, je comprends. Fait que si tu vends 2 biens, tu ne peux pas utiliser 2 fois ton 250. Est-ce que tu vas pouvoir? C'est des compagnies différentes. Non, mais dans la même année, tu as le droit à 250 de gains. OK. Dans une année. Parfait. OK? Fait que là, la question, c'est, bon, est-ce que les gens vont se mettre à vendre des parties d'immeubles? Des parties. Sur des actions, ça va mieux que sur... mais encore là, tu sais, oui, fiscalement, réaliser 250 000 de gains par année, c'est une chose. Mais la transaction, tu vas la structurer comment? Tu vas aller chercher comment ton financement pour faire ça?
Donc, à un moment donné, ça devient difficile d'avoir commercialement une transaction qui se tient en vendant des 10 d'immeubles. C'est ça. Ouais. Faudrait que le créancier, faudrait que tu signes ton hypothèque, le créancier soit déjà au courant que tranquillement. Ben, en fait, qu'il prenne les deux garanties, puis qu'il y ait déjà un mouvement qui soit prêt. Puis là, à ce stade-ci, aujourd'hui, là, on a bien des questions, on a des hypothèses, on n'a pas toutes les réponses, mais imaginons, il y a ce qu'on appelle une règle générale anti-évitement. OK? Est-ce qu'ils vont venir nous dire qu'on abuse de la loi en faisant ça? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Il faudrait démontrer que commercialement, on a une raison de le faire. Fait que ça va évoluer, mais encore là, il faut qu'on soit un individu qui vend. Si c'est dans une compagnie, c'est ça, même chose. Ben là, c'est peut-être les actions qu'il faut vendre. Avec ses pour et ses contre. Puis il faut que ce soit un individu qui ait les actions. Parce que si c'est un holding qui détient, là, on n'avance pas. Là. Société en collectif, quelqu'un pose la question. Est-ce que comment ça va fonctionner? C'est la même chose. Une société en collectif, si tu vends les parts, OK, ben, ta part, tu vas réaliser un gain en capital, comme quand tu as des actions. Mais si c'est la société qui vend, le revenu est dans chacun des associés. Donc, est-ce que l'associé est corporatif ou il est un individu? Donc, ce serait plus intéressant de détenir les actions, en tout cas peut-être, par rapport à ça, de détenir les actions sur nom personnel dans la CENSI. Bien, c'est ce que je répète, moi, depuis fort longtemps, que à moins d'avoir une raison pour détenir d'une compagnie, on détient au personnel. Okay? Ça, c'est la première base, mais sauf que, tu sais, on a plein de questions à se poser, là. Mm-hmm. Si mon argent est corporatif, puis j'ai jamais fait le calcul, là, j'ai pas pris le temps de le faire, mais si mon argent est corporatif, est-ce que je suis mieux de la retirer, payer l'impôt pour investir, pour aller chercher mon 250 000? Selon moi, ça fait pas de sens. La minute que je garde l'immeuble assez longtemps. Hey, j'ai pas fait les calculs, mais je vois pas en vertu de quoi que ça pourrait être rentable. Hey, je vois qu'il y a des questions. Je vais arrêter de parler parce que les questions défilent. Non, on les met ensemble parce que souvent, il y a les mêmes sujets qui reviennent. Fait que ça pourrait être intéressant maintenant d'acheter un immeuble avec son conjoint aussi, parce que là, on a tout, au niveau personnel, on a toujours ce 250 000-là à 50 %. Définitivement, mais là, il faut faire attention, OK? Parce que, oui, acheter avec notre conjoint, mais faites pas l'erreur de dire, ben, un des deux conjoints a de l'argent, puis il en donne à l'autre, il met toute la mise de fonds, parce que là, on va avoir des règles, OK, pas de fractionnement, mais c'est des règles d'attribution. Et là, si on fait ça, ça prend un taux d'intérêt sur l'argent qu'on prête à notre conjoint, etc. Parce que sinon, tout le gain va être attribué à celui qui a mis l'argent. Un beau petit mot d'amour pour toi, Richard. Ah, c'est gentil. De Patagonia. Yvan, t'en avais-tu d'autres ou tu veux y aller avec une série d'annonces? Non, on va faire, d'après moi, avec toutes les questions que là, on va faire plus qu'une demi-heure, fait qu'on va prendre des questions des gens. Parfait. Richard, ça se peut que tu doives peut-être retourner dans le chat après pour répondre si tu veux bien, évidemment. Continue ton apéro. Continue ton apéro, Richard. Oui, vas-y, Richard. Dire. On a juste dit, mec, je réponde, je vais sortir l'apéro parce que là, j'étais encore au Perrier parce que je voulais m'assurer d'être tout là. Il y a Jean-Seb, oui, vas-y. Il dit, il a répondu au mot que tu cherchais, règle d'attribution. C'était OK. Oui. On a toujours l'exemption du gain en capital de 50 %. C'est ça que les gens posaient beaucoup comme question. Donc, on a 66 %, mais si on a une détention, on a un 50 %. Là, je te vois regarder tout croche. Vas-y, là. Attends une minute, là. Mais va plus loin parce que l'exemption de 50 %, c'est quoi?
n'as pas ton exemption de gain en capital. Là, tu vas me faire dire des mots. Il y a bien ça. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est que les gens, avant, tu avais 50% qui étaient imposables, 50% non imposables. Exact. C'est quoi la terme? Aujourd'hui, tu as 66 et 2 tiers imposables. Oui. OK? 1 tiers non imposable. OK. C'est plus 50%. Sauf pour le 250 000 par année par contribuable. Parfait. Par particulier. OK? C'est comme ça que ça va aller. Donc, par particulier. Richard, et là, je vois Yvan qui scrute les questions. Ah, mais Claude Leblanc, il disait avec une élection du Parti conservateur du Canada, a-t-on des chances de revenir au taux d'inclusion de 50%? J'imagine que les partis vont dire, nous, on promet de ramener ça à 50% si on est élu. Moi, j'ai un doute que ça se fasse rapidement, puis je vous explique pourquoi. Si on regarde, by the way, on parle du fédéral, là, mais ça a pris 2 jours pour que le Québec harmonise. Hein. Ça n'a pas été long, mais ils n'ont toujours pas harmonisé le congé de TVQ. C'est ça, ils harmonisent juste dans un sens. Ceci étant, la question, est-ce que les conservateurs vont se rendre là? Je ne pense pas que ça va être comme ça. Ils vont commencer par faire du ménage dans les finances publiques, puis peut-être qu'ils vont arriver là. En tout cas, à l'époque, c'est ce que Paul Martin avait fait quand il était ministre des Finances. Il avait commencé à faire du ménage, et à un moment donné, il était arrivé avec la réduction du gain en capital. Je vois une question, je me permets d'y répondre. Celle de Jean-Pierre Campeau, est-ce que ça a un impact sur le CDC? Définitivement que ça a un impact sur le CDC. Et c'est pour ça que tantôt... Est-ce que le CDC, pour monsieur, madame, tout le monde, le CDC? J'y arrive. Et c'est pour ça tantôt que je disais que ça coûte plus cher dans une compagnie. Donc, dans une compagnie, on avait un gain en capital, 50% du gain est imposable, l'autre 50% était libre d'impôt et s'en allait dans ce qu'on appelait un compte de dividendes en capital, le CDC, compte de dividendes en capital. Et ça permettait de déclarer un dividende libre d'impôt à l'actionnaire pour le mettre dans la même situation que s'il avait fait ce gain-là personnellement. Parce que l'essence de la loi, avant les modifications des quelques dernières années, il y avait un principe d'intégration, que je gagne mon revenu directement ou que je le gagne par l'entremise d'une société. En bout de piste, je devais avoir payé sensiblement le même impôt. Donc, sur un gain en capital, si j'avais 50% imposable, 50% non imposable, le compte de dividende en capital permettait de sortir l'argent. Maintenant, dans une compagnie, dès le premier dollar, il n'y a pas le premier 250 000, dès le premier dollar, le taux d'inclusion va être 66 et 2 tiers. Donc, qu'est-ce qui arrive de notre CDC? Ben, le CDC, il est devenu à 33 et 1 tiers au lieu de 50%. Donc, sur un gain en capital d'1 million, ben, on vient de perdre 160 000 $ qu'on pouvait se sortir libre d'impôt. 166 666 là. OK? Qu'on pouvait se sortir libre d'impôt. Donc, ça a un impact direct sur le CDC. Ça répond à la question, j'espère. Jean-Pierre, en passant, si vous appréciez Richard, mettez-le dans le chat, ça fait toujours plaisir de lire ça. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à 4 chalets qu'elle détient, Nathalie Côté. Là, il faut voir si qu'est-ce qui rentre en ligne de compte, les revenus d'entreprise et tout ça. Donc, j'aimerais ça t'entendre sur les chalets ou les flips peut-être aussi. Attends une minute. Je m'apprêtais à vendre mes 4 chalets qui sont dans une Inc. avec d'autres immeubles. Dois-je sortir les autres immeubles de la Inc. et vendre les actions de la Inc. au lieu de vendre les chalets? Pas nécessairement, Nathalie, parce que la question est la suivante. Un, c'est ce qu'il faut venir qualifier,
c'est est-ce que tes chalets, c'était des immobilisations? Donc, est-ce que c'était un bien qu'on avait, détention long terme et qui génère un gain en capital? Parce que là, il faut faire attention, puis j'en viens à ce que tu disais, Yvan. Ce qu'on parle là, le taux d'inclusion, là, ça n'a rien à voir avec les flips, puis ça n'a rien à voir avec les immeubles qu'on revend en dedans d'un an. OK? Qui sont réputés être un flip. Ça, le flip, c'est du revenu d'entreprise. Elle, Donc, la question est en location de courte durée, elle précise, Nathalie. Oui, mais de la location courte durée, ça ne veut pas dire revenu d'entreprise. OK? Donc, pour moi, de la location courte durée, tu as de la TPS TVQ, mais ça demeure une immobilisation. Puis quand tu la vends, ça génère un gain en capital. OK? Ça, c'est... à moins que, Nathalie, tu viennes de les faire construire puis que ça fait pas un an qu'ils sont finis de construire puis que tu les revends. Ça va être un autre élément. Question de mon propre cru. Est-ce que selon toi, les gens qui sont en négociation avec les vendeurs là, pour acheter, puis les vendeurs mettent un peu de pression pour vendre avant le 24 parce qu'ils vont sauver pas mal d'argent, est-ce que ce serait un bel avantage pour l'acheteur de dire, écoute, on va faire ça avant le 24, sauve l'impôt, mais je paye un prix différent à la baisse pour te rendre service? Il va sûrement en avoir, OK? Il va sûrement en avoir des négociations de ce type-là. C'est sûr qu'on regarde aussi des façons de faire des transactions alternatives. OK? Je donne un exemple. Puis encore là, faut voir comment que ça peut être interprété. Puis je suis pas en train de dire que ça se fait, on y pense. De transférer un immeuble qu'on est supposé de vendre, de le transférer, il est une Inc., de créer un autre Inc., de le vendre à cette Inc.-là pour se taxer à 50% immédiatement, puis revendre plus tard avec plein coût, donc pas d'impôt. C'est sûr que ça amène des droits de mutation. Puis là, il faut voir, est-ce que un est plus cher que l'autre? Puis est-ce que le gouvernement, encore là, je reviens avec ma règle générale anti-évitement, est-ce qu'ils vont être en train de dire qu'on abuse de la loi, mais on a fait une transaction, on a payé nos impôts, nos justes impôts. Donc, il y a beaucoup de questions, mais je suis convaincu qu'il y en a des acheteurs qui vont essayer de dire, oui, gars, je laisse tomber mon financement, je te l'achète d'avance, puis je me financerai après, puis on va réduire le prix. C'est certain qu'on va en entendre de ça. C'est sûr. Problème avec les nouvelles règles SCHA. C'est la combinaison des deux qui est dure. Autrefois, on aurait parlé de ça il y a un an. On achète au privé, on s'en va au financement après. La règle du 24 mois, là, ça amène tout un casse-tête. Même les balances de vente aussi, là, c'est ça. Ça amène un sacré casse-tête, cette règle-là, parce que c'était sûr que ça a été le premier réflexe qu'on a pensé. OK, on achète privé maintenant, puis pendant qu'on fait notre financement. Mais ça ajoute des défis. J'avais une question de mon cru, Richard. Je sais qu'on en a jasé ensemble. Valeur des immeubles, ça va être quoi l'impact? Écoute, la dernière fois, dans ces années-là, est-ce que c'était lié au taux d'inclusion du gain en capital? Je pense pas. Je pense que c'était plus lié à l'économie. Mais la dernière fois que les immeubles ont perdu de l'argent, c'est à la fin des années 90, donc après l'augmentation de ces mesures-là. Mais, tu sais, est-ce un concours de circonstances? Moi, j'ai bien plus l'impression que les gens vont s'asseoir un peu plus sur leurs immeubles, vont les transiger moins potentiellement, le temps de voir est-ce que cette mesure-là est là pour rester. Tu sais, parce que la dernière fois, ça a été là 10 ans. La dernière augmentation à 75%, c'était en 90, puis en 2000, il le ramenait à 50%. Fait que, on sait que le gouvernement Trudeau, c'est un gouvernement qui a aimé taxer les ultra-riches, donc les propriétaires d'immeubles. C'était sarcastique, mon affaire. Mais, tu sais, dès son entrée en fonction, il a mis un taux d'imposition à 53,3. On dépassait, OK,
le seuil du 50% pour la première fois. Et là, encore là, ils ramènent, puis c'est ce qu'on voit, là, finalement, c'est qu'on travaille plus pour la collectivité que nous-mêmes parce qu'on inclut plus que 50% de la plus-value dans notre taxation. Ben, sur les valeurs, j'imagine que ça l'aidera pas à maintenir, ben, ça va aider à maintenir les valeurs les plus haut possible si les gens ils attendent de vendre leur immeuble et ils refinancent à la place de vente. Donc, moins d'immeubles sur le marché, donc offre et la demande, les prix risquent de se maintenir et peut-être d'augmenter. Puis est-ce qu'il va y avoir des capitaux? À court terme, là. Ben, tu as raison, Yvan. Puis est-ce que les capitaux qui se dirigeaient vers l'immobilier vont se diriger peut-être ailleurs? C'est ça aussi la question. Ben, la question, c'est certain qu'il y en a. Ceux qui utilisent des REER, ben, ils sont à l'abri de ça, sauf qu'ils vont se taxer au moment de sortir du REER. Puis, en quelque part, quand tu regardes l'ensemble des mesures, puis tu te dis, le gouvernement Trudeau, sa phobie, c'est de dire il faut que ça soit pareil comme des salariés, mais tu peux pas investir en immobilier avec des REER. Fait que ça se fait pas. Ben, dans le petit immeuble, ouais. Non, c'est ça. Oui, tu peux si tu t'achètes des unités de fonds, mais en quelque part, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une vague où les dépenses ont été très élevées, puis ça va prendre des gouvernements qui vont faire du ménage dans les finances. Et je ne pense pas que c'est sous le règne Trudeau que ça va arriver. Hey, je ne suis pas d'accord avec toi, Christophe Langevin, qui nous dit que ça manque cruellement d'optimisateurs au ministère des Finances. Moi, je trouve qu'ils vont en chercher pas mal dans nos poches. Ils optimisent pas mal nos impôts, Christophe. Moi, je ne dirais pas qu'ils optimisent, je dirais qu'ils maximisent. Ouais. OK. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Mais si je me permets, parce que dans le budget, parce que je viens de voir une question, rien pour encourager la construction de logements en même temps qu'un grand manque de logements. Effectivement, mais il y avait une mesure dans le budget que pour les unités locatives, tu vas avoir un amortissement potentiel de 10% par année sur les nouveaux logements, les nouvelles habitations locatives, donc 10%. On comprend que c'est de l'impôt différé, tandis que l'augmentation du gain en capital, c'est de l'impôt direct. Super. Yvan, t'avais-tu d'autres choses? Non, c'est bon. J'essaie de filtrer, il y a beaucoup de questions, là. Oui, effectivement. Il y avait quelque chose, je ne sais pas si on veut rentrer là-dedans, l'affaire des billets et tout, que tu parlais tantôt, Jean-Philippe, ou des roulements peut-être. Cristalliser la vente, là, j'aimais beaucoup le terme cristalliser la vente. C'était Jean-François Lessard. Il est en train de vendre un immeuble. Évidemment, il demande aux acheteurs de ramener ça plus vite. En fait, on en a parlé un peu hors d'onde, c'est qu'on n'a rien de. On n'a rien de défini encore. Je ne sais pas si tu veux partager tes recherches jusqu'à présent, Richard, ou comment tu la question, c'est que c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir cristalliser des ventes. Puis j'en parlais tantôt. Sur des actions, c'est hyper facile. OK? Donc, si tu as des actions à vendre, cristalliser le gain sur une action, c'est très, très facile. Sur un immeuble, il faut que tu le transiges. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une véritable vente. Donc, si tu as une véritable vente et que tu le transiges doublement, c'est là que je disais tantôt, je suis convaincu qu'il y en a qui vont l'essayer. J'ai pas regardé en vertu de la règle générale anti-évitement si on peut avoir un problème. Je pense que potentiellement, oui, il faudrait l'évaluer plus. Mais je sais que ce qui va arriver, et il faut faire attention parce qu'il y a un risque. Il y en a qui vont transiger d'avance, même si l'acheteur n'a pas eu son financement encore. Et qui vont dire, ouais, mais gars, je vais rester en solde de prix de vente. OK? Mais là, il faut faire attention à ça parce que les règles de financement peuvent mettre des bâtons dans les roues. Les soldes de prix de vente et toutes ces histoires-là. Fait que oui, transiger avec un billet, si on va d'un financement conventionnel, puis que l'acheteur se finance après avoir acheté l'immeuble, puis il nous rembourse, oui, c'est une méthode acceptable, mais faites attention avec la SCHL.
Exact. Ben, en fait, vite comme ça, la chose que en fait, quand on parle de société, rachat des actions, comme tu disais, rachat des actions, on envoie le contrat de rachat d'actions signé à la SCHL pour un financement. Là, vite fait comme ça, là, on est sur le midi, là, on n'a pas tout vérifié, mais ça semblerait fonctionner. Richard, es-tu d'accord avec moi? Oui. Bon, parfait. Oui. C'est bon. Fait qu'on essaie de oui, penser. non, mais c'est pas ça. C'est parce que là, si tu transiges l'immeuble, OK, puis ton acheteur assume ton prêt, tu as un solde de prix de vente. Exact. OK? Puis que là, il faut que tu te garantisses, hein? Ça te prend une garantie. Et que là, tu refinances pour payer le solde de prix de vente. Comment que la SCHL va voir ça? Exact. Puis là, je ne suis pas un spécialiste du financement. Là. On va des courtiers hypothécaires qui font des appels. Fait qu'en tout cas, on est en train de réfléchir. Ça faisait partie des choses qu'on réfléchissait beaucoup aussi. Ces méthodes-là pour essayer d'aller chercher les immeubles pour les vendeurs. Évidemment, ça fait une grosse différence de facture. Là. Pour l'argent dans les poches. Là. Fait que justement, d'être un petit peu plus agressif sur des closings plus rapides. En tout cas, s'il y en a qui sont créatifs, allez-y, amusez-vous, mais assurez-vous justement, parce que les règles de financement, comme j'ai dit tout à l'heure, ils viennent un peu comme rendre la chose un peu plus difficile. C'est ça. Puis faites vos calculs, parce que en bout de piste, là, au taux le plus élevé, ce que ça amène comme impôt pour un particulier de plus, c'est à peu près 8 Mm-hmm. OK? Fait que calculons c'est quoi le coût versus le restant, donc versus transiger d'avance, l'insécurité, etc. Puis ça, c'est à évaluer. Moi, c'est tout le temps ce que je dis. C'est dans un premier temps, là, regardons c'est quoi le véritable impact. Absolument. Oui, quand tu es pour le vendre, puis moi, je me souviens, j'étais en 2018, 1er janvier 2018, quand ils ont mis la mesure qu'on ne pouvait plus fractionner avec les enfants majeurs, moi, je m'étais tout préparé. Mon garçon avait 18 ans le 18 février. Je pouvais payer son université en y versant des dividendes. Ils m'ont coupé ça juste avant. C'est la même chose, OK? C'est la même chose là. Tu es en train de vendre, puis là, pouf, ils viennent de t'augmenter ça. C'est frustrant. Moi, ce que je trouve le pire là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas laissé beaucoup de temps pour finaliser des transactions. S'ils avaient laissé quelques mois, OK, probablement que le gouvernement aurait été gagnant parce qu'il aurait encaissé possiblement plus de revenus qu'il s'attendait. Oui, parce que les gens auraient vendu. Oui, exact. Ouais. Hey, question de mon cru, Richard. J'ai une bonne idée de la réponse, mais il y a peut-être des gens qui se posent la question aussi. Est-ce que ceux qui ont pris de l'amortissement, ça va venir impacter leur calcul? Du tout, parce que l'amortissement, OK, tu pars de ton coût, tu prends de l'amortissement. Quand tu revends et que tu vends plus cher que ton coût, ton amortissement, tu as une récupération d'amortissement. Donc, tu vas avoir de l'imposition là-dessus. Ça n'a rien changé. Ton gain en capital, c'est ton coût qui a augmenté. Donc, c'est au-dessus de ton coût. L'amortissement, c'est en bas du coût. Excellent. Good. Parfait. Fait que pour l'instant, je ne voyais pas d'autres questions. Je pense qu'on avait pas mal couvert les sujets. On va continuer de se creuser la tête. Il reste 2 mois. Hein. 2 mois pour une transaction immobilière, c'est court en tabarouette. Même avec un prêteur privé, inspection de la bâtisse, inspection des documents, puis aller au notaire. J'imagine qu'il va y avoir des notaires qui vont être occupés aussi parce que ça va pousser dans le bouchon probablement. Il faut que ton certificat de localisation soit prêt. Faut que tu as plein d'éléments. Exact. Ça va être difficile. C'est ce que je disais, moi, c'est le peu de temps qu'ils ont donné qui est. La vente d'action serait plus rapide? La vente d'action serait plus rapide? Pas nécessairement. Tu sais, ta vente d'action, c'est que tu vas avoir double vérification diligente à faire. Ouais, mais tu n'as pas le notaire, tu as l'avocat, mettons, qui doit travailler plus fort. Non, tu as rouge. Pas capable, je serais pas prêt à dire ça, mais tu sais, en quelque part, il faut arriver dans le temps. Puis oui, ça va être une période achalandée. Je suis convaincu de ça. C'est déjà achalandé au printemps, puis ils nous rajoutent ça. Oui. Mais c'est ça. C'est des gens qui transigent pas de l'immobilier. Ouais. Puis, si je me permets, là, j'ai écouté des commentaires et c'est à peu près unanime partout. OK? Je lisais même Boucard Diouf
qui a parlé contre cette mesure-là dans la presse, qui a écrit plus que de parler. Il y avait des beaux articles qui sont sortis sur le fait de dire, arrêtez de dire que c'est juste pour des gens qui sont ultra riches, parce que ce n'est pas le cas. Exact. Beaucoup de petits propriétaires au Québec, donc des duplex, triplex, quadruplex. Donc, j'imagine que la portion que la personne habite ne sera pas imposable. Non, ça n'a pas changé. OK. Ça, on a encore l'exemption de résidence principale, c'est toujours là. Mais puis dans le budget, puis là, le but, c'était pas de rentrer ici dans ça, mais tu sais, ils ont taxe plus le gain en capital, mais ils ont mis des mesures favorables pour ceux qui ont des actions admissibles de petites entreprises. Okay? Donc, ça, ils sont prêts à donner plus de lousse là-dessus que sur le gain en capital en général. Okay. Donc, quelqu'un détient un immeuble via sa compagnie, puis sa compagnie l'occupe, est-ce que ça peut changer la donne? Exemple, OK? Imaginons qu'on a quelqu'un qui est n'importe quoi, qui est électricien, qui a une compagnie de construction, qui a son immeuble dans sa compagnie et qui vend les actions de sa compagnie, donc qui vend l'immeuble en même temps que sa compagnie de construction. Ben oui, ça, il y a des avantages. OK, on va te réinviter, Richard. Oui, absolument. Ça va me faire plaisir. J'en profite si jamais ça peut aider aussi. Là, on la voyait circuler, là, la Corpic a parti une pétition. Je vais la mettre, le lien, si jamais il y en a qui veulent la remplir. Pourquoi pas? Si jamais ça peut changer quelque chose, on verra, j'en doute. Ben, restons optimistes. Faisons ce qu'on peut faire dans notre pouvoir pour le faire. Fait que je vais la partager. Ça a été créé par Éric Sans Souci de la Corpic. Je la mets à l'instant dans le chat. Voilà, si jamais il y en a qui veulent la signer, évidemment, je vais le faire. En fait, je trouve ça drôle si on avait ces discussions-là aussi ensemble, Richard, une vision différente de on stimule l'investissement. Personnellement, je n'ai pas de propriété aux États-Unis, je ne suis pas un expert et loin de là, mais on a le 1031 où est-ce qu'on vend un bien puis on est non imposé si on rachète quelque chose de plus gros, de ce que j'ai compris de mes lectures. Et on stimule un investissement, on stimule une économie. Puis là, j'ai l'impression que là, à la place, on ralentit ça, puis on ralentit l'investissement, ce que je trouve un peu dommage, évidemment. Disons que chacun a sa vision des choses, hein, mais voilà. Tu sais, à la base, là, on est avec un gouvernement qui est minoritaire. Dans le plan de NPD, c'était de le monter à 75%. OK? Et c'est peut-être le deal qui a été fait pour rester au pouvoir exact. Avec le budget de dire, ben on l'augmente pas à 75, on l'augmente à 66 et 2 tiers. Tu sais, on ne sait pas ce qu'ils ont pensé pour le monter. On voit juste l'effet que ça fait. Hey, excellent, midi 52, on est monté à 300 personnes quand même live. Ça va tirer fort ça en rediffusion aussi. Merci d'avoir partagé le lunch. Richard, tu feras tes conseils de fin de lunch après nos tirages. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est 195 $ de rabais sur le Boost Camp qui a lieu en fin de semaine à Montréal, donc 27, 28 avril. Semaine. Et le gagnant et la gagnante, c'est Patagonia, donc Audrey Clover de son vrai nom. Donc, félicitations, Audrey. C'est une belle façon, tout à fait, le coaching, c'est une belle façon de te rafraîchir, de te remettre à jour. 250 $ de rabais pour le prochain prix sur le coaching programme Élite. Donc, la gagnante Céline Choplet, félicitations. Et le troisième prix, c'est la formation des flips qui a lieu demain à Québec. Donc, pour mériter vos prix, vous contactez Julie au bureau. Elle va vérifier que vous avez fait le partage sur vos réseaux sociaux. Et si c'est le cas, elle va vous donner votre prix. Et la personne qui gagne le troisième prix, c'est Carole Lemaire-Martin. Donc, félicitations aux 3 gagnants-gagnantes. Excellent. Hey, Richard, un petit mot de la fin, des conseils avant d'aller prendre ton apéro et répondre aux questions. Donc, je vais répéter la mesure parce que c'est un peu nébuleux pour les gens. C'est une augmentation du taux
d'inclusion du gain en capital. Donc, au lieu d'inclure dans notre revenu 50% de la plus-value, il faut inclure 66 et 2/3 de la plus-value. Dans une compagnie, c'est à partir du premier dollar. Puis pour un particulier, c'est le premier 250 000 dans une année, on continue à inclure 50%. Et l'excédent de ça, on va inclure 2/3. Okay? Moi, je dis tout le temps, faut jamais paniquer. On calcule, puis on essaye de s'ajuster le mieux possible. Donc, encore une fois, je vais vous souhaiter bon immobilier et je sais que les investisseurs immobiliers réussissent toujours à trouver des solutions, puis encore là, je suis convaincu qu'il va en arriver. Excellent. Hey, merci, Richard, de ta présence. Comme tu vois, j'ai mis une coupe d'affirmations en bas, ça fait que les gens apprécient beaucoup. Donc, on va se revoir, nous autres, j'imagine, cet automne pour un autre sujet. Aussi fort intéressant. Donc, bon séjour en France. Tu es là pour combien de temps? 1 mois. 1 mois de vacances? Non, il y a du travail, mais oui, il va y avoir des vacances parce que c'est la nouvelle saison de vélo qui commence. Il faut se mettre en forme un peu. Et quoi de mieux que les belles côtes de la France pour se faire un peu les jambes. Excellent. Merci. Salutations à Mélanie. Yes, merci. Good. Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Sur ce âge quand même assez intense. Hein, ouais, très intéressant. Richard, super bon vulgarisateur. On l'a eu. On l'a dit, on l'a vu, on le sait. Très bon vulgarisateur. Merci Richard pour ça. Puis en fait, je pense pas que j'ai tant de choses à rajouter aujourd'hui. Tu sais, j'essaie de vous trouver des solutions miracles pour l'instant. Ça va être difficile. Je pense que les gens qui sont prêts dans l'action vont peut-être réussir à closer des transactions avant. Personnellement, en tant qu'investisseur immobilier, qu'est-ce qui va arriver? J'ai l'impression que les gens vont faire encore plus de refinancement que de vente parce que le refinancement va devenir favorable encore plus à la vente avec ces critères-là. Donc, on va avoir encore moins de mouvements, malheureusement, de multilogement, ce qui va créer peut-être encore un débalancement marché acheteur-vendeur. À voir, à suivre. Je ne suis qu'un simple pion dans cet échiquier qui est l'immobilier, mais c'est ma boule de cristal. As-tu encore une prédiction pour l'année prochaine? Question qu'on va voir les anciens. Raison. Ouais, je suis pas mal confiant que ça ne descendra pas le prix de l'immobilier. Ça, on peut la refaire, cette prédiction-là, le 22 avril 2025. Ouais, comme on dit souvent, attendez pas que ça baisse pour acheter. Là. Exactement, on l'a dit plusieurs fois, c'est un super beau moment encore. Si vous êtes capable de faire des transactions, si vous êtes liquide, il n'y a rien qui vous empêche de faire des transactions d'ici là, si vous avez un notaire qui est disponible. Faites juste attention, si vous y allez avec un financement secondaire, vous pensez y aller avec la CHL, ils appliquent de plus en plus la règle du 24 mois, fait que faites vraiment attention à ça, vous pourriez être pris avec votre... malheureusement, prêteur privé, ils ne le prendront même pas, puis si vous êtes avec une autre hypothèque, un prêt bridge par exemple, ou un conventionnel, vous devez avoir votre hypothèque, idéalement 24 mois. Il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, c'est appliqué. Excellent, excellent. Nous, on se revoit la semaine prochaine, Jean-Philippe. On va co-animer le 165e épisode. On va parler de gestion d'immeubles avec Youssef Ifdi. En fait, gestion d'immeubles, d'outils technologiques pour nous aider à optimiser nos immeubles et tout ça, nous rendre la vie plus facile, avoir l'esprit plus tranquille. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, et bonne semaine immobilière. Go, go, go à tous. Bye.